Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission au format Super Friends. C'est dans ce podcast que l'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. On continue, je crois qu'on approche maintenant un petit peu de la fin de notre tournée bilan 2024, perspective 2025 avec les éditeurs de comics en France. Et on essaie de revoir à peu près toutes les personnes qu'on a chaque année maintenant. C'est un marronnier bientôt, une routine si vous voulez, mais moi je trouve que c'est toujours très intéressant de pouvoir un petit peu se poser une fois par an avec ceux qui nous apportent de bonnes BD et de faire un petit peu le bilan de l'année. Et dans cette émission, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Romain Galland des éditions Kinaï. Salut Romain. Salut. Est-ce que tu vas bien ? Ça va bien, merci. Et toi ? Ça va très bien. Comme toi, je pense qu'on accuse le coup de la fatigue post-Angoulême. Figure-toi que l'année dernière, on avait aussi enregistré ce podcast juste après le FIBD, comme quoi nous ne retenons rien de nos erreurs. Est-ce que tu as été malade ? Non, moi pas du tout. Moi non plus, tu vois. Donc, je suis plutôt content. Une santé de fer. Voilà, de la santé de fer pour démarrer 2025. Mais donc, pour commencer ce bilan, c'est la question par laquelle je commence toujours. Ouais. Est-ce que tu penses que Hulk est plus fort que Wolverine ou pas ? Et non, c'est pas ça la question. C'est la question piège. C'est la question. C'était pas la bonne question. Dur, pardon, je me suis trompé dans mes fiches. Non. Quel a été le ressenti pour toi ? Enfin, quel bilan fais-tu de l'année 2024 où il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées de ton côté entre les nouveautés, donc les créas, ouais. OVO, voilà, les créations, le fait qu'il y ait des gens qui se sont rajoutés à l'édito aussi chez toi. Donc on va parler un petit peu de tout ça, mais dans les grandes lignes déjà pour toi 2024, si tu devais résumer. 2024, en termes de vente, moyen, je dirais. Moyen. 2023, c'était pas ouf. Ouais. 2024, c'est moyen. C'est moyen, ouais. Mais je pense que c'est. Alors, je sais pas, j'ai pas encore écouté les autres podcasts. Il y a des sons de cloche très différents. Chez 404, on sabre le champagne. Ouais, chez iComics, c'est un peu plus la déprime. Chez Urban, on est plutôt content. Chez Panini, Amity, ça va, c'est correct. Enfin, voilà, il y a différents sons de cloche. Ouais, en fait, moi, je pense que c'est... ouais. En fait, économiquement, les libraires ne sont pas forcément au mieux. Et du coup, en tout cas, moi, ça s'est ressenti. Sur les mises en place qui étaient un petit peu plus petites que précédemment. C'est-à-dire que les libraires mettaient moins en avant tes bouquins dans les librairies. Un peu moins. En tout cas, ils sont plus prudents, on va dire. Et sur certaines ventes aussi. Donc voilà. Donc c'est pas non plus la catastrophe ultime. Mais c'est pas non plus, tu vois, au niveau des créas, il y en a qui ont plutôt bien fonctionné, d'autres moins. Donc je dirais qu'il faut faire un peu attention, il faut être aussi un peu prudent. Et je pense par contre que cette année, je suis plutôt optimiste pour cette année. Je pense que ce sera mieux que l'année dernière. Voilà. Donc je dirais. On parle bien sûr en termes de sortie et en termes de vente. En termes de vente pure. Voilà, ouais. Après en termes de retour, des critiques, etc., de la ligne, en fait ça fonctionne toujours bien, tu vois. Il y a encore eu du coup une sélection Angoulême. Donc ça, je suis ultra content parce que du coup là, ça devient récurrent et stable, tu vois. Il y en a toujours une tous les ans. C'est ça devient ton propre marronnier en fait. Est-ce qu'on s'en lasse à la fin? C'est un bon marronnier. Non, je laisse pas. Continuez comme ça. Oh, encore une sélection en jeunesse pour le FIBD. Voilà. En fait, moi, le but maintenant, ce serait de ne plus en avoir que en jeunesse et essayer d'en avoir ailleurs aussi, en sélection, tu vois, générale, en prix des lycéens, par exemple, des choses comme ça. Aussi parce que je fais aussi un peu moins de jeunesse et plus de jeunes adultes, on va dire, même si c'est du ado-adulte. Donc ça, on verra bien l'année prochaine. Enfin, c'est à la fin de cette année, tu vois. Mais c'est aussi un peu le but maintenant. Voilà. Et après en termes de vente, disons que ça aurait pu être mieux, quoi. C'est quoi, si tu veux donner des ordres de grandeur, qu'est-ce que pour toi une vente à ton échelle, parce qu'en fait on sait que les échelles de vente et de tirage sont jamais les mêmes en fonction des maisons d'édition. Pour toi, un bouquin qui fonctionne. Alors déjà bien. En achat de droit versus création, est-ce que j'imagine pas non plus forcément la même chose? Ça, en fait finalement c'est sûr que la créa coûte beaucoup plus. Ouais, on m'entend mieux. Ouais, la créa coûte beaucoup plus cher. Après, c'est pas parce que tu fais une créa que tu vas en vendre forcément plus, tu vois.
C'est ça le truc. Mais je dirais qu'à partir de 3000, on est bien, quoi. Voilà. Et en dessous de 1000, on va dire que là, on n'est pas bien. Voilà. C'est ça les échelles en fait un peu de vente. Et j'avais une question subsidiaire juste, est-ce que tes albums en termes de marché, ils sont classés, tu sais si on les retrouve dans comics chez GFK ou plutôt en BD jeunesse? Non, moi je pense pas que ce soit en comics. Ouais. Aussi parce que voilà, j'avais fait tout un travail au départ pour un peu me détacher du rayon comics. Je pense que tu voulais pas être dans les comics avant que ce soit la mode de pas être dans les comics. Ouais. Et du coup, moi je pense que c'est vraiment plus au rayon jeunesse ou au rayon, tu vois, BD général, je sais pas. Ouais. Donc là-dessus, tu pourras pas les voir, je pense. Mais voilà. Et tu vois, paradoxalement, je trouve que par contre, tous les festivals que j'ai fait en fin d'année et tout, c'était assez énorme. J'ai fait 30% de plus par rapport à l'année dernière. Les gens venaient et tout. Même là, Angoulême, par exemple, c'est mon meilleur Angoulême. Donc les gens peut-être aussi gardent pas mal d'argent pour les festivals, etc. et achètent moins tout au long de l'année. Hein. C'est possible, surtout en fin d'année où on fait tous les cadeaux de Noël, etc. Donc voilà. Après, c'était une année. Parce que c'était une année qui marquait aussi, franchement, une vraie enfin, tu l'avais déjà acté l'an dernier, mais en termes de format où c'était vraiment, là, il y a plus de chartes forcément uniformes. Les créations, sont un peu en hors collection. Alors, non, mais, même pour les achats droits, puisque The Deep Dark, du coup, c'est vraiment le gros cartonné. Au début, on avait commencé l'année avec, Ariel Ries, qui était, par contre, sur un format, cartonné aussi, mais plus franco-belge, mais que tu avais transformé par rapport à l'avion, en fait, ou même l'autrice avait dessiné en plus de la surface en plus pour s'adapter au format. Les fonds perdus, en effet. Ouais. Tu vois, il y avait les fonds perdus qui avaient été modifiés. À l'inverse, effectivement, il y avait un peu plus quelque chose de peut-être un peu plus classique avec Anzu et le Royaume des Ténèbres qui là était, il me semble, dans la charte habituelle. Un Kinaï classique, on va dire, avec rabat, souple, etc. En effet. Mais donc voilà, même au sein des achats droits, en fait, ça on l'avait un petit peu déjà abordé l'an dernier, c'est que tu essayes de diversifier. En fait, quand j'ai déjà, tu vois, quand c'est pas souvent, mais quand j'ai des achats de droits qui font 50 pages, c'était le cas aussi de Puppy Night. Oui. Ceux-là, en fait, tu peux pas vraiment les mettre en souple. Donc, ou alors tu devrais les vendre à 7 balles, quoi. Ou voilà, le côté franco-belge est plus adapté à ça, tu vois. Donc c'est plutôt, je m'adapte quand j'ai des, en fait c'est comme j'ai en achat de droit des choses qui sont plus des gros volumes de 140 pages. Dans ces cas-là, j'essaie de voir quel est le meilleur format, en fait, tout simplement. Mais c'est assez pragmatique finalement. L'important pour moi, c'est de rester cohérent sur la ligne, que ce soit en termes de graphisme ou en termes de thème, tu vois. Donc continuer à avoir une ligne graphique moderne, proche de l'animation, avec des univers qui peuvent rentrer en concurrence avec les autres médias, donc animation, jeux vidéo, et aussi des thématiques modernes, tu vois, proches des lecteurs, jeunes adultes ou ados que je vise, quoi. C'est ça le plus important. Après, le format, je pense que finalement, c'est peut-être pas si important que ça. En tout cas, moi, quand je fais des choix, la priorité, c'est quand même la ligne, quoi. Respecter la ligne et tout en la faisant évoluer un peu pour pas refaire tout le temps la même chose. Par exemple, tu vois, là, en achat de droit, on m'avait proposé pas mal de trucs de sorcières et tout. Il y en a plein, en fait, où j'ai dit non, quoi. Parce que ça ressemblait trop à ce que j'avais déjà sorti et tout. Donc, j'essaye quand même de pas devenir redondant, dans les propositions, quoi, des ouvrages, et toujours chercher des nouvelles choses. Et en fait, ça, c'est vraiment l'objectif un peu numéro 1 pour moi. Et après, les formats, ça arrive un peu en deuxième, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup. Oui. Une autre question que j'avais envie de te poser aussi, c'est parce que tu disais que l'année était un peu moyen, qu'il fallait être plus prudent, justement. Comment est-ce que tu as juste à dire que est-ce que c'est faire moins de titres, c'est peut-être faire moins de créa et se concentrer sur les achats de droits. Enfin, comment tu comptes gérer un peu l'équilibre? Ce qui est un peu difficile, c'est que quand tu fais des créas, tu vois, c'est 2 ans avant que ça sorte, grosso modo. Du coup, tu lances des créas
imagine tu fais où tout va extrêmement bien et tout, tu fais des créas et en fait tu sais jamais dans quel état le marché va être quand ces créas vont sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Après moi je dirais plutôt, tu vois, par exemple là je vais sortir Robot, donc c'est une créa, une anthologie, et en fait comme il y a 4 histoires etc, ça coûte assez cher. Du coup bah tu vois là j'ai fait attention en me disant bon on va quand même faire un Kickstarter en plus, comme ça ça va aider à amortir le coût, tu vois, et in fine ça me coûtera moins cher, tu vois. Donc c'est plutôt ce type de choses, même si ça reste tu vois assez ponctuel, il faut pas le faire tout le temps pour moi. C'est pas dans tes objectifs, parce qu'on a des maisons d'édition qui fonctionnent comme ça de façon systématique. Ouais. Je pense à Bliss et Comics Initiative en l'occurrence. Ouais, toi, je sais, c'est pas quelque chose. Non, j'aime pas trop faire ça parce que en tout cas que ce soit redondant, j'aime pas trop, parce que du coup je sais que les libraires aiment pas trop ça déjà. Oui, les libraires aiment moins. Après les libraires, après je me permets de te couper, mais c'est aussi que souvent c'est des bouquins en fait que les libraires ne mettent pas en place non plus. Donc ils peuvent ne pas aimer, mais du coup, à l'inverse tu leur réponds mais les gars en fait si je le fais par Kickstarter, enfin si je les fais en financement participatif, c'est parce que au moins j'ai l'assurance que ceux qui veulent les lire les liront et pourront les voir, alors que c'est vrai, c'est un bon argument. Mais je sais que en fait moi je suis plutôt justement dans l'objectif de convaincre de plus en plus de libraires. Donc si je commence à faire ça de manière systématique, tu vois, c'est un peu un contre son camp comme on dit. Donc pour l'instant, comme disent les jeunes. Donc t'allais sortir comme ça, j'ai entendu. Hein, mais... Donc en fait, je le fais de manière ponctuelle quand c'est un petit peu justifié, tu vois, entre guillemets. Je pense qu'on parlera d'un Robot, mais là, pourquoi j'ai fait un Kickstarter, c'est parce que on va faire aussi une version anglaise que je veux vendre aux libraires aux États-Unis et tout. Donc là, c'était justifié, je pouvais pas le faire vraiment autrement, quoi. Voilà, donc c'est plutôt ça, hein, le fait d'être et après au niveau du tu vois là cette année je vais publier 8 titres, donc c'est un peu moins que d'habitude. Oui c'est peu, mais c'est pas voulu en fait, c'est juste que j'ai eu tu vois il y a Alexandre tome 2 ouais, et Puppy Night qui ont été décalés l'année prochaine, et en fait moi je comptais sur eux, du coup tu vois sans en enlever 2, mais par contre sur les 8 titres il y a 5 créas, tu vois. Donc finalement voilà. Du coup je vais devoir ne plus t'inviter à partir du moment où tu fais plus que des créas et plus de. En fait les créas, je pense ça reste très important parce que ça permet de gagner en singularité, je dirais, sur la ligne édito, d'être encore plus, tu vois, vu que on est au début de l'album et tout, au début du projet, ça te permet d'avoir encore plus de prise sur la ligne édito. Donc moi c'est aussi ce que je veux. Et en achat de droit, en fait ça fait quelques temps que je trouve que les Américains font des moins bons trucs en jeunesse, en tout cas. Où avant je trouvais ça beaucoup plus, tu vois, ils prenaient peut-être plus de risques en termes graphiques, etc. Alors que maintenant, et même en termes d'âge, tu vois, avant c'était plus du 12-16, on va dire. Et maintenant, il y a plein de maisons d'édition qui sont un peu recadrées et qui font plus du 6-8, tu vois. Du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup moins parce que les albums sont beaucoup plus simples, et en termes graphiques, c'est vraiment c'est un peu nivelé par le bas, en fait, je dirais, pour moi. C'est très très simple, tu vois. Et en fait, moi, c'est pas ce que je recherche. Donc du coup, tous les autres qui font de la jeunesse américaine ont les oreilles qui sifflent. Non, mais tu vois, par exemple, je sais pas, il y a un truc qui marche très bien aux États-Unis, c'est Dogman, par exemple. Ouais. Tu sais, il y a le film d'animation. Incroyable. Et tout. Le film est incroyable. Ah, il est incroyable, le film. D'ailleurs, j'ai pas le droit, je sais pas si je suis non, il est sorti aux États-Unis, donc il y a plus d'embargo, mais ouais, il est tu vois, en fait, c'est plus des ouvrages de ce type-là, donc en termes de dessin, tu vois, c'est. Oui, c'est vrai que c'est très cartoon et très simpliste, et voilà. Par contre, oui, on est d'accord que là, sur la tranche d'âge, c'est pas du tout ce que tu fais, quoi. Voilà. Mais je veux dire que c'est presque jeunesse en fait. Exactement. Mais du coup, il y en a pas mal qui se sont recadrés là-dessus et qui font moins de l'ado, on va dire. Du coup, moi, j'ai plus de mal à trouver des choses qui me plaisent. Alors, il y en a toujours, etc., tu vois. Mais je trouve que ils ont aussi un peu décalé leur offre par rapport à il y a 3 ans, quoi, par exemple. Et donc ça joue, tu vois.
Alors, est-ce que c'est parce que les bouquins aux États-Unis, dès que c'est des ados et que ça évoque des sujets de société et ou de sexualité et ou de genre et ou de race et ou d'identité, en fait, ils se font bannir? Bah, j'imagine qu'il y a quand même, il y a pas que ça, tu vois. Peut-être que ça a moins bien marché que ce qu'ils voulaient, et donc du coup, il y a ça aussi, mais bon. Peut-être que, tu vois, vu que Dogman, etc., marche à fond, bah, ils ont essayé un peu de copier la recette. Enfin, tu vois, c'est toujours, oui, ça aussi, il y a aussi ça. Et après, le fait que, oui, bah, du coup, ça va pas s'améliorer, dans les 4 prochaines années, quoi. Mais, ouais, du coup, moi, tu vois, c'est pour ça. C'est que comme je suis, alors peut-être que je suis aussi, encore plus exigeant, hein, vu que j'essaye de pas refaire tout le temps la même chose, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que les achats de droits, il y en a un peu moins qu'avant pour moi, et donc du coup, il y a un peu plus de créa. Très bien. Alors du coup, la question qui fâche, Lumberjanes, on est que à la moitié de la série. T'as fait 4 tomes de l'édition To the Max. Exactement. Bah, c'est la moitié. C'est la moitié, mais attention, hein, parce qu'aux États-Unis, je crois pas qu'il y ait tout eu en intégral To the Max. Si, j'ai vérifié juste avant. Ouais, ils ont fait les 8, Tu ne peux pas te dédouaner. Tu ne peux pas te cacher. Donc, je mets mon costume de, comment ça s'appelle? Lucet, Catherine Lucet, c'est? Ah oui, de Catherine Lucet. Où est-ce qu'ils sont les 4 prochains tomes? Ils sont pas encore là, j'avoue, surtout, est-ce qu'ils vont venir? Parce que, ouais, s'il y en a pas eu alors, le dernier, c'était fin 2023, mais c'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu en 2024, et tu me dis qu'il n'y en a pas en 2025. Est-ce que c'est, la question après, c'est est-ce que vraiment on fait poursuivre une série, après 2 ans d'absence, du coup, là, pour le coup, si j'en refais, ce sera sûrement avec un Kickstarter ou un Ulule, etc. Ouais. Parce que par contre, j'avoue, le premier tome continue à bien recruter. Ouais, ça, tu me le disais l'an dernier déjà. Mais par contre, j'ai d'autres priorités, là. Donc, du coup, c'est pas pour ça que forcément que j'abandonne, mais c'est vrai que je vais encore attendre un petit peu, et si je le fais, ce sera plus en Ulule, quoi. Donc, disons que pour l'instant, c'est en stand-by, on va dire. Non, alors que pourtant l'édition elle est plus importante, plus généreuse, mais tu vois que c'est vraiment une série qui a un destin un peu maudit en France, en fait. C'est un vrai énorme succès aux États-Unis, et en France il y a aussi la fameuse. Mais tu m'en parlais aussi déjà il y a un an, mais qui est pas abandonnée aussi, tu vois, mais elle est toujours pas là. L'adaptation est aussi un peu compliquée, j'ai l'impression. J'ai vu Nate là, il y a du coup tu l'avais invité au FIBD. Apparemment c'est compliqué parce que le milieu de l'animation en ce moment c'est compliqué, et donc du coup j'ai pas le droit de le dire, mais ce serait ce serait peut-être pas en forme de série, etc. Ce sera peut-être d'autres projets. Bon, c'est encore en cours, mais tu vois, je me dis bon, peut-être aussi voir pour relancer la série une fois qu'il y a autre chose à côté, ça pourrait être pas mal. Mais c'est vrai que là, disons que j'abandonne pas la série, mais c'est plus trop la priorité du moment, en tout cas. D'accord, ouais. Alors, du côté quand même de la créa, parce que c'est quand même un truc qui a pris beaucoup d'importance chez toi l'an dernier. Il y avait quand même cette annonce il me semble en milieu d'année, où tu disais que Valentin et Elsa Bordier devenaient éditeurs aussi chez toi. Oui. Alors c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Comment ça s'est fait un peu? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est monté, cette décision? Ces décisions, en fait, ça s'est monté simplement parce que je suis proche d'Elsa et Valentin. Valentin, tu vois, maintenant en plus avec le jeu, etc. Je lui parle tous les jours, quoi. Et Elsa, je lui parle très très régulièrement et tout. Et justement, en fait, c'était avec les créas, je me suis dit bon, ça fait quand même beaucoup de travail en plus. Est-ce que je pourrais pas avoir des personnes pour m'aider? Et en fait, j'ai pris Elsa plus du coup pour le côté scénario, sur les gros volumes, etc. Et Valentin aussi pour le côté scénario, mais peut-être plus pour le côté du coup graphique, vu que c'est aussi là où il est le plus pointu, on va dire. Et du coup, avec Valentin, on fait l'anthologie. Donc là, c'est une série de 2 anthologies qui sont prévues pour l'instant. Robot, du coup, qui sortira fin août. Et après, on en fait une qui s'appelle Dans l'intimité des chevaliers,
qui elle sortira en 2026. Donc on bosse pas mal, on a pas mal bossé dessus déjà, parce que voilà, ça va sortir dans pas trop longtemps pour la première. Et donc Valentin, il fait, tu vois, tous les logos de toutes les histoires, etc. Et il m'accompagne aussi au niveau du comité éditorial. En fait, Elsa et Valentin m'accompagnent sur les choix éditoriaux. C'est toujours bien d'avoir, tu vois, 2 avis en plus. Et en fait, Elsa, elle s'occupe en fait de 2 projets là qui vont sortir cette année. Est-ce qu'il y a À Fleur d'eau? Ouais, il y a À Fleur d'eau. Parce que celui-là, en fait, je m'auto-corrige, mais en fait, peut-être qu'on en avait déjà parlé l'an dernier de cette arrivée à l'édito, parce qu'en fait, ça n'a pas du tout été annoncé en 2024, mais à l'automne 2023. Donc, ma propre mémoire me joue des tours. Mais par contre, c'est vrai que à l'époque, quand j'avais relayé cette annonce, il y avait À Fleur d'eau qui avait été annoncé. Exactement. Mais effectivement, pour 2025, donc j'imagine il y a que À Fleur d'eau. Du coup, Elsa s'occupe d'À Fleur d'eau et du coup d'un autre album qui est une série en 2 tomes de 100 pages. Qui s'appelle Le vent qui descend de la montagne, et qui est un album, qui est une série ado, on va dire, qui se passe dans la Corée féodale. Et donc du coup, tu vois, là, c'était à chaque fois, c'est des À Fleur d'eau et Le vent qui descend de la montagne, c'est des tomes qui font 120 pages plus. Et du coup, c'est toujours bien, tu vois, d'avoir une scénariste experte pour ce type d'album, parce que moi, je chapeaute les choses, donc c'est plutôt, je vais plutôt faire des retours, on va dire, un peu globaux, mais ou sur les dialogues, etc. Et Elsa, elle a vraiment des trucs, parfois des trucs de scénariste, tu vois, vraiment des conseils techniques, tu vois, que moi j'ai pas forcément. Et elle, donc vraiment dans l'écriture, elle le voit tout de suite, tu vois, et du coup, elle aide beaucoup à ce niveau-là, tu vois. Donc non, ouais, ça se passe très bien. Et puis après, tu vois, moi, il y a quelques albums que je garde pour moi tout seul, on va dire, comme Ishemima, ou un autre album là qui va sortir sûrement fin d'année, qui s'appelle l'Hermès. Voilà. Très bien. Comment t'as choisi les titres de 2024? On avait eu donc j'ai parlé de Hanzu, le Royaume des Ténèbres. Il y avait l'Escalier des Souvenirs. Il y a eu The Deep Dark. C'est vraiment des choix parce qu'à chaque fois ou presque c'était des auteurs-autrices que t'avais déjà édité. Exactement. Donc j'imagine que là t'es aussi dans une politique d'installation de noms dans ton catalogue. Molly, tu vois, c'est le 5e. Ouais, Molly, ouais, ça fait beaucoup. Pour Enzu, j'avais déjà c'était Pilou. Ouais, c'était Pilou qui avait très bien fonctionné. Et du coup, Enzu, c'est une série en 2 tomes, et en fait, ça reprenait. En fait, en gros, c'est un Pilou V2, on va dire, dans les thématiques, etc., pour un peu plus adulte, mais qui reprenait toutes les thématiques de Pilou en les poussant. Et aussi avec un côté graphique poussé, tu vois, par rapport à Pilou. Donc forcément, quand on me l'a montré, moi j'ai dit tout de suite, ouais, on le fait, quoi. Après, l'Escalier des Souvenirs, tu vois, c'était un petit peu différent parce que ça parle aussi des violences intrafamiliales, etc. Mais ça ressemble pas mal, je dirais, un peu à un titre comme In Limbo, par exemple, de J.J. Lee. Oui, ouais, c'est vrai, exactement. Et en fait, ça, du coup, la Jade qui a fait cet album vient aussi de l'animation, donc au niveau du dessin, tu vois, ça collait bien déjà avec la ligne, et au niveau des thématiques, c'était aussi dans la ligne, et c'était des choses qu'on n'avait pas forcément abordées dans d'autres albums. Du coup, je me suis dit c'est un peu l'occasion aussi, tu vois, de le publier. Et ça, je l'avais vu à la base pour sur le Shortbox Fair, je sais pas si tu connais, en octobre. T'as toujours Shortbox qui fait donc du coup une foire en ligne où en gros t'as plus de 100 albums mais que en digitaux. Et du coup j'avais repéré cet album là pendant la Shortbox Fair, mais par contre il était en noir et blanc si je m'abuse, et du coup j'ai demandé une colorisation en plus. Ok, tu peux faire ça. Exactement, il faut demander, quoi. Donc voilà, où il était en 2 couleurs et j'ai demandé en 3 couleurs, ouais, c'est ça. En changeant les couleurs et tout, parce que je m'étais dit ça fait peut-être un peu trop indé, on va remettre plus de variations de couleurs, etc., pour que ce soit un peu plus grand public et tout. Et pour que ce soit plus mainstream.
Bah oui, ça compte quand même. Ouais, donc ouais. C'était comme ça que tu les avais choisis. Et du côté des créas, donc on avait justement 2 titres qui étaient scénarisés par Elsa. Il y a d'abord eu Les Oubliés avec Hugo Decrène, et ensuite Noir comme la nuit par Constance Bouquert. Là, en l'occurrence, c'est Elsa qui a ramené ses dessinatrices. C'était toi qui avais déjà vu? Non, en fait, pour Les Oubliés, c'était Hugo. En gros, j'avais repéré des choses de lui sur Twitter, je crois. Et du coup, j'avais dit est-ce que t'as pas un projet? Et il m'a dit si, j'ai une histoire, mais je connais que le début et la fin. Je sais pas trop comment développer le reste et tout. Et c'est là où j'ai dit écoute, je connais Elsa. Est-ce que vous pouvez tenter de travailler ensemble? Et ça s'est très bien passé. Et pour Noir comme la nuit, par contre, non, j'avais demandé à Elsa si elle avait quelque chose en récit un peu épouvante, tu vois, fantastique épouvante. Et du coup, elle avait déjà l'ébauche de ce titre-là, et elle l'a développé. Et du coup, moi, ça faisait longtemps que je suivais déjà Constance. Et du coup, j'ai réuni les deux, quoi. Donc voilà. Bon, c'est assez classique, hein, finalement. Mais c'était ça l'histoire de ces 2 projets. Et tu t'as continué avec un plus gros projet en fin d'année qui est le Dark World de Valentin Sèche. Donc une suite de Maudit qui avait été publié dans Punch. Donc qui se passe avec Isha qui a grandi plus tard, toujours dans le même univers, mais un projet particulier puisque tu l'as accompagné d'un jeu vidéo. Enfin, il est accompagné d'un jeu vidéo. Le jeu est pas encore sorti, il était en test au cours du FIBD. J'ai même pas pu le tester. Je suis un peu en démo. En démo, j'ai même pas pu le tester, donc je suis un peu vert. Je t'enverrai une clé là-dessus. mais ouais, ça et ça, tu le disais déjà un peu l'an dernier aussi, que c'était un autre pan d'expansion. Alors le jeu vidéo. Alors c'est pas Kinaï le jeu vidéo, c'est une autre société. Ouais, mais vous vous associez. Comment ça marche? Parce que c'est quand même un jeu tiré d'une BD que tu édites. En fait, il y a Valentin et moi en fait, on est 4 dans l'autre société qui s'appelle Pixel Fortress. Et du coup, on est 4 et il y a Valentin et moi et 2 frères qui avaient développé des autres jeux avant. Donc Bruno et Alexis qui ont une société qui s'appelle Pixel Archipel. C'est pour ça que on a appelé ça. Vous êtes passé de l'archipel à la forteresse. Exactement, ouais. Vous préférez lesquels? Et en fait, pour un peu parler du jeu, à la base, Valentin avait proposé du coup qu'on fasse un petit jeu promotionnel, tu vois, pour Dark World. Et avec avec les 2 frères, parce que lui, il les connaissait déjà un petit peu avant, etc. Et en fait, au cours on en discutait, tu vois, et au bout d'un moment, on se disait mais pourquoi faire juste un petit jeu pourquoi faire juste un petit jeu promotionnel finalement? Valentin, ça fait long. Enfin, tu vois, Valentin, il a déjà fait du chara design pour les jeux vidéo. Il a toujours voulu faire des jeux vidéo. Moi, c'est vrai qu'à la base, au tout début, je voulais pas être éditeur. Je m'étais déjà dit, est-ce que je fais du jeu vidéo ou est-ce que je fais de la BD? Et quel innocent, je me suis dit la BD c'est plus facile. C'est pas forcément plus facile, mais du coup c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, tu vois. Et on s'est dit en fait on va peut-être faire un jeu un peu plus ambitieux. Et du coup moi j'ai proposé à Valentin et aux 2 frères de dire ouais, mais du coup si on veut le vendre et tout, il faut faire une société. Et en fait c'est comme ça que c'est parti, quoi. Donc voilà. Et du coup le jeu maintenant tu vois est en développement depuis en juin 2023. Ça fait 1 an et demi en gros. On n'était pas à 100% dessus, tu vois. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Là on a fait un peu la pré-prod comme on dit. Et puis là on va commencer, tu vois, on doit faire une 2e démo pour City Pop. Qui sera vraiment représentatif de ce que va être le jeu. Donc à la fois en fait pour donner un petit peu ce que va être le jeu, c'est que ça se passe dans le monde de Dark World, du coup avec les artefacts maudits qui vont du sol, les gens se préparent à la guerre, les humains ont été transformés en monstres.
Et nous, en fait, dans le jeu, on est un escargelf qui sont apparus. Donc, on voit un escargelf dans la BD aussi, Dark World. Donc, c'est des êtres qui sont apparus avec la malédiction. C'est un peu le bon côté de la malédiction du Dark World. Et donc, on est un tout petit elfe, on est un mi-elfe, mi-escargot, et on est dans une forge. Et on va devoir nettoyer les artefacts que nous ramènent les aventuriers. Donc t'as un côté cleaning, mais assez poussé, tu vois, un peu à la Splatoon ou Monster Hunter, où chaque objet que tu vas utiliser, chaque pinceau a un gameplay propre, etc. Donc c'est pas, tu vois, c'est vraiment assez poussé en termes de gameplay. Et après t'auras une partie un peu à la Zelda Minish Cap où t'es dans la forge, t'as des quêtes, etc. avec d'autres PNJ. Et t'as une autre partie du coup avec les aventuriers qui vont te raconter des aventures par rapport aux artefacts qu'ils ramènent et tout. Donc c'est plus un côté, on va dire, visual novel. Et au milieu de ça, t'as une histoire principale, tu vois, avec le forgeron qui sert de ligne rouge. Donc c'est-à-dire que Valentin, il est à la fois chara designer mais aussi scénariste alors pour... Ouais, exactement. Bah en fait Valentin, il fait pas mal de choses hein. C'est un peu lui le directeur du jeu. Il fait les chara design, les décors. Il fait le scénario du coup avec moi. Donc moi je vais écrire aussi un petit peu et après on fait un peu à deux quoi. On fait des échanges sur les histoires, sur les dialogues, etc. Et puis Valentin s'occupe aussi pas mal du gameplay du jeu parce que lui c'est vraiment son grand truc de trouver des idées de gameplay, etc. Donc disons que c'est vraiment Valentin le directeur du jeu et puis après chacun est un peu spécifique, mais en même temps, comme on n'est que 4, tout le monde peut donner un peu son avis, apporter des idées, etc. Ouais, ça va, on a un peu trop d'idées que pas assez. Ouais, ça, c'est toujours bien. Faut se ménager, mais ma question subsidiaire, c'était est-ce qu'il n'y a pas une forme de coche manquée quand même sur le fait que la BD soit déjà sortie et que le jeu soit encore pas proche de sortir? Pas vraiment, parce que déjà, des BD Dark World, on va en faire d'autres. Du coup, tu vois, on pourra. Ça prend du temps une BD à faire. Donc, ça prend du temps. Ouais, est-ce que ça veut dire que le jeu va prendre? Est-ce que le jeu va prendre une autre BD à après, sortir? tu vois, on s'est pas trop dit ça, tu vois, parce que finalement, après le jeu, on veut le faire bien, tu vois. Oui. Et là, le développement du jeu, ça va. En gros, le jeu, on prévoit de le sortir peut-être pour fin 2026, mais pas avant. Ah ouais, d'accord. Ouais, du coup, c'est vraiment une entité un peu à part. Mais derrière, après, si le jeu fonctionne, bah, tu vois, on pourra. C'est vrai que là, il y a une deuxième BD. Vous faites le coffret avec les 2 tomes et le jeu. Exemple. Voilà, genre de choses. Mais tu peux m'engager pour le marketing. C'est un peu dur, tu vois, de se projeter au niveau du planning, c'était dur de faire les deux, tu vois, en même temps, puisque finalement, en plus, plus on parlait du jeu et plus le jeu s'agrandissait en quelque sorte, tu vois. Au début, on voulait vraiment faire un petit jeu. Et puis, au fur et à mesure qu'on en discutait et qu'on avançait dans le projet, c'est devenu un gros jeu, tu vois, quand même. Parce que le jeu, on veut qu'il fasse à peu près une dizaine d'heures, tu vois. Ouais, quand même, ouais. C'est, donc, tu vois, dans ces conditions-là, on pouvait pas vraiment, tu vois, réunir les mêmes dates, quoi, pour la BD et le jeu, quoi. Sauf à mettre au frigo la BD pendant 3 ans, quoi. Non, mais j'imagine que c'est pas que Valentin a aussi envie de continuer de développer son univers. Exactement. Après, dans l'interview qui avait glissé dans l'album, il disait que il voulait surtout se reposer. Ouais, parce que justement, parce qu'il chapeaute Robot aussi, il y a donc tout ce travail-là. C'est un peu ça Est-ce qu'il va vraiment se reposer? En tout cas, c'est vrai que pour la BD, là, pour l'instant, il va prendre une pause après Robot et il va se concentrer à 100% sur le jeu. Donc pendant ce qui n'est pas du repos en tant que tel, quoi, mais pendant un an et demi, tu vois. Voilà. Très bien. Alors on commence un petit peu à parler de 2025 aussi, puisque du côté des adaptations, tu m'as dit de toute façon qu'il y aurait que 8 titres. Donc j'imagine qu'on les fera peut-être un par un. Du côté des acquisitions de droits, la première chose qui doit arriver, il me semble que c'est The Pale Queen. Alors il y a Duke un tout petit peu avant. Donc dernière chance pour trouver Duke. Mais c'est pas une création, oui, c'est vrai que c'est pas. C'est un achat de droit américain, ça, du coup. Alors c'est un achat de droit américain. Tu m'as dit que l'auteur vivait en France, non? Ouais, en fait l'auteur, c'est Shang, il est chinois
Il a, à la base, cette histoire-là, il l'a auto-publiée dans un magazine qui est publié, auto-publié dans un magazine qui vend en Chine. Cette histoire-là a été achetée par Pio Studio, qui est un studio du coup américano-suédois, mais qui est en gros qui vend un peu partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis. Ils ont sorti toutes les BD de Linnea Stert et tout. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, c'est Aquilos en a sorti, il me semble. C'est édition de la cerise. Avec le truc de la petite grenouille, etc. Ah non, alors je confonds avec quelqu'un d'autre. Ok. Bon, et en tout cas, eux, ils l'ont sorti, du coup, en anglais, et moi, j'ai racheté ce titre-là à cette maison d'édition-là américaine pour le sortir en français, avec pas mal d'adaptations et tout au niveau de la traduction, parce que Shang était à côté de moi aussi pour revoir toute la traduction. On a refait la couverture, etc. Donc ça sort effectivement, ça sort le 21 février officiellement. Mais tu l'avais déjà en avant-première sur le film. Exactement, parce que Shang était là pour dédicacer. Et donc du coup, ça c'est, moi j'en suis très content. Le dessin un petit peu plus indé, mais par contre je trouve qu'en termes de ligne éditoriale, c'est vraiment très Kinaï dans les thèmes et tout. Puis ça même dans le terme de format, là tu l'as fait en souple, mais façon manga quoi, un petit peu. Ouais, c'était déjà un manga à la base. D'accord, ouais. C'est son sens de lecture, du coup japonais, et c'est aussi un petit test parce que du coup c'est un manga noir et blanc mais avec 2 pentones de couleurs. Donc finalement t'as 3 couleurs, tu vois. Et c'est un truc que j'aimerais bien retester derrière, même pour des créas. Donc peut-être faire des créas. Tu vois, format manga, mais avec 2 pentones de couleurs, par exemple. C'est peut-être le meilleur des 2 mondes, finalement. Mais j'aime bien le fait de mettre 2 pentones. Et comme il y a mais c'est pas trop relou pour les impressions, les pentones? Quand il y en a que 2, ça va. Ouais. C'est vrai que pour Samurai Gun, il y en avait 4. C'était un peu compliqué, ouais. Mais que 2, ça va. Mais du coup, c'est plutôt pour répondre aussi à la demande des jeunes auteurs, qui veulent faire aussi des récits, à forte pagination, et qui veulent quand même aller assez vite. Du coup, tu vois, avoir 2 couleurs en Pantone, c'est quand même beaucoup plus rapide que full couleur. Et ils ont souvent des styles hybrides, tu vois, très influencés par le manga. Donc du coup, ça permet aussi de répondre à cette attente-là. Voilà. Très bien. Donc après, par contre, il y a The Pale Queen. Ouais, après il y a The Pale Queen, qui est un récit, alors je dirais un petit peu plus classique qu'Inaï. Alors c'est aussi une histoire de sorcière, et du coup j'ai dit que j'en avais éliminé plein. Ouais, donc ça c'est la sorcière qui a gagné. Exactement. Qui a gagné pour la sorcière qui a gagné. Qui a gagné 2025 chez Kinaï. Qui a un récit en fait où on a une jeune fille, tu vois, qui est dans un petit village dans un monde médiéval, qui donne des cours au fils du riche notable, tu vois, du village, mais qui elle aimerait bien aller à la ville étudier l'astronomie, etc. Mais ses parents ont pas assez d'argent, donc ils sont obligés de aller un petit peu bloquer là, quoi. Et elle va rencontrer du coup une mystérieuse femme, donc qui est donc la reine pâle, et qui va lui proposer en échange de faveurs, va lui proposer d'améliorer en fait sa vie. Et ça reprend un peu le principe, tu sais, des anciens contes avec les 3 souhaits à chaque fois. Oui. Mais du coup tout ça c'est remodernisé, mis au goût du jour, avec un aspect assez féministe. Et tu vois, au niveau graphique c'est assez rond, et etc. Donc c'est assez c'est proche de l'animation, et c'est mis en couleur à l'aquarelle. L'album est full couleur en aquarelle classique, toi, traditionnelle. Et ça, c'est un gros argument pour moi, parce que c'est vrai que c'est pas ça rend super bien. Ouais. C'est pas si commun, et donc du coup, celui-là il m'a bien convaincu, tu vois. Mais c'est peut-être le plus classique Kinaï de l'année finalement, pour les gens, tu vois, qui aiment bien Le Garçon Sorcière ou Snapdragon, tu vois, c'est le classico, on va dire. Et après, juste après, j'enchaîne direct. Oui. Il y a Strange Bedfellows derrière Iris,
Donc le retour, puisque quand tu avais signé Cry Wolf Girl, tu disais que c'était aussi que c'était un package qui comprenait aussi ces 2 prochains albums. Exactement. Donc l'un d'entre eux fait l'un devoirs. Bah j'ai juste réécouté notre discussion de l'an dernier. Strange Bedfellows, qui est donc le premier de ces deux autres albums pour lesquels tu as signé. Alors celui-là c'est pareil, hein, il m'a extrêmement convaincu. Alors tu vois, c'est assez marrant parce que Ishimima... je te coupe, mais c'est Harper & Collins qui l'a signé de l'autre côté, hein, c'est ça? Exactement, qui a fait un gros chèque. Maison d'édition. Et c'est assez marrant, tu vois, parce que Ishimima, c'est une histoire aventure fantasy SF avec de la romance. Et là, c'est de la romance dans un monde de SF. Donc, tu vois, ça se répond un petit peu. Et donc du coup c'est un énorme one shot qui fait 300 pages, aussi full couleur, etc. Et c'est dans un monde en fait où les humains sont partis de Terre pour aller sur notre planète parce que la Terre était complètement ravagée. Sur le chemin ils ont subi des radiations, tu vois, et les nouvelles générations qui vivent sur cette nouvelle planète ont développé des pouvoirs. Donc pas forcément des pouvoirs super héroïques, tu vois, il peut y avoir des pouvoirs aussi un peu nuls, etc. Et donc au début de l'album, on suit en fait Oberon, qui est un jeune, tu vois, qui vient de sortir en fait du bac, il est à la fac et tout, et il a eu une rupture amoureuse qui fait qu'il est en dépression, tu vois, donc il passe sa vie à dormir, etc. Et à un moment donné, on sait pas trop pourquoi, en tout cas je vais pas le spoiler, il va avoir le pouvoir de faire apparaître les choses qu'il voit dans ses rêves, tu vois. Et la première chose qu'il va faire apparaître, c'est son ancien crush de lycée. Et donc du coup on va avoir un peu la relation entre entre eux. Il va essayer d'en savoir plus sur cet étrange pouvoir, et du coup son crush va essayer de l'aider à se comprendre, etc. Et donc du coup voilà, l'album est vraiment très très complet. Du coup il y a un côté romance, mais ça parle d'énormément de choses en dehors de ce fil rouge là, de la société de manière générale, de l'écologie, des relations entre frères et sœurs dans les familles, dans les grandes familles, du coup de la dépression, plein de choses comme ça. Donc il est vraiment très très riche en thématiques. Et ce qui est bien, parce que Ariel, elle a quand même une de ses forces, c'est quand même aussi son dessin. Et du coup, comme il y a pas mal de passages dans les rêves, ça lui permet de montrer plein d'univers différents. Univers de cow-boy, univers à la Man in Black, univers à la inspiré du Magicien d'Oz, etc., etc. Donc c'est vraiment très 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 varié aussi en termes de décor, et c'est vraiment vraiment très complet. Donc celui-là, c'est vrai que j'ai particulièrement hâte qu'il sorte. Ça a été dur à traduire parce que c'est de l'australien avec de l'argot futuriste inventé. Donc il a fallu vraiment faire un travail assez gros d'adaptation, d'adaptation, etc. Mais vraiment très complet en termes de dessin et aussi en termes de thématique, quoi. Ok. Et après, moi, je suis plus au courant parce que pour l'instant, il me semble que t'as pas trop fait d'annonce sur le reste de tes acquisitions de droits pour l'année 2025. Après, il y a plus d'acquisition de droits pour 2025. C'est ça, parce que oui, ça fait 3 ans déjà. Donc les 5 autres, c'est de la créa. Exactement. Donc on commence par le premier, c'est Ishimima qui vient de sortir à l'heure où ce podcast est mis en ligne. Exactement. Il est sorti le 14 février et là on a un tout petit peu après. D'ailleurs, il y a déjà eu techniquement un podcast en compagnie de Jules Naleb, ton auteur. Donc où on explique toutes les ramifications du projet. On vient quand même dans cette interview. Donc ça c'est vraiment un gros projet de l'année. Et ça c'est parce que je sais que t'en avais parlé déjà l'an dernier. Ouais, on l'avait teasé pendant 1 an quasiment, et c'est le premier gros one shot en termes de créa, vu qu'il fait 230 pages. Parce que le bouquin fait 2 kilos aussi. Hein. Voilà. C'est vraiment celui que c'est vraiment une des grosses sorties. Donc voilà, j'espère que les gens apprécieront, quoi.
Et pour celles et ceux qui n'ont pas écouté ou qui n'écouteront pas le podcast avec Jules, juste dans les grandes lignes quand même, est-ce que tu veux juste représenter le projet? Ouais, bah en fait le projet c'est un projet qui se passe dans un monde à la fois fantasy et solarpunk, où on suit en fait un couple d'ouvriers, donc Ish et Mima, qui sont un petit peu emprisonnés dans une ville-usine qui est sous le contrôle d'une demi-déesse qui s'appelle Niwolin. Et à un moment donné, il y a une explosion en fait dans la ville qui est provoquée par Fléchette, qui est un ancien dieu qui était censé dont la race était censée être éteinte. Ouais. Qui apparaît, qui est une baleine volante, et du coup il profite un petit peu de cet accident-là et de l'apparition de Fléchette pour s'enfuir dans l'espoir de trouver un paradis perdu qui s'appelle l'usine, pour ramener Fléchette là-bas, parce que c'était là où ces dieux vivaient avant. Et donc du coup ils vont être poursuivis par Niwolin, qui veut elle continuer l'œuvre de son père qui avait fait la guerre contre ces dieux-là. Donc c'est aussi un album qui est en fait, tout l'intérêt de l'album, c'était que c'était à la fois aventure, science-fiction, etc., mais aussi avec de la romance dedans, et c'était d'avoir des moments intimistes, tranches de vie, mixés avec des moments un peu épiques, bigger than life, avec des combats, des vaisseaux, etc. Et je le redis, mais je suis très très content de l'équilibre qu'on a réussi à obtenir sur cet album, quoi. Ouais, surtout que en plus en termes de mise en scène, de découpage, c'est très dynamique, très vif, plein de couleurs aussi, quoi. Donc assez ouf graphiquement et bien épais. Il est bien moderne, tu vois, à tout point de vue, je dirais. Que ce soit au niveau du dessin, du découpage, de la manière dont sont traitées les choses, c'est exactement c'est très représentatif de ce que je veux faire, tu vois, en termes de création, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, par contre, maintenant, ensuite, on aura À Fleur d'eau, qui sortira en juin. Le fameux. Donc de Syrah and Strap, qui sont deux sœurs. C'est leur premier album. Syrah a déjà dessiné des histoires courtes pour Métal Hurlant. Ok. Voilà. Mais ce sera son premier gros album, on va dire. Et alors celui-là, c'est pareil, c'est un gros one shot d'une 100aine de pages, et ça se passe dans un petit village. Il est un petit peu plus réaliste, même si les personnages sont pas forcément réalistes, mais le monde dans lequel on évolue est notre monde à nous, quoi. Et ça se passe dans un petit village en France. Et on va suivre en fait un sexagénaire qui est un facteur embarque, un des derniers facteurs embarque. Donc il livre le courrier, tu vois, le village en fait, il y a plein de maisons qui sont autour d'un lac. Ouais. Et il doit donc du coup prendre une barque pour aller livrer le courrier à tous les habitants. Et donc du coup lui, tu vois, il a une bonne 60aine et tout, et il va être poussé à prendre sa retraite, mais lui il a pas envie parce qu'il aime trop. Il en fait toute sa vie est dans ce village là. Il a une maison de fonction qui veut pas quitter, etc. Et on va lui un peu mettre dans les pattes des prétendants pour reprendre son job, dont une jeune fille qui s'appelle Tallulah, qui est un peu perdue après le bac, on va apprendre qu'elle est qu'elle a été un peu harcelée, etc. Et donc du coup qui glande un peu, tu vois, pendant l'été. Et ses parents c'est une BD macroniste, quoi. c'est contre le départ à la retraite et contre les jeunes qui branlent rien. Tu vas. Bravo la mentalité, hein. Et du coup ses parents la forcent un peu, tu vois, à essayer ce job-là. Et on va suivre l'évolution de leur relation et l'apprentissage de Tallulah sur un été. Et donc l'ouvrage dure 2 mois, tu vois. Et donc du coup c'est sur les
relations, tu vois, intragénérationnelles, qui sont pas que dans un sens d'ailleurs. C'est pas toujours la personne la plus vieille qui apprend aux jeunes, mais aussi dans l'autre sens, oui, bien sûr. etc. Et donc du coup, et après, donc t'as cette relation là qui est un peu le fil rouge de l'histoire. Et après, t'as plein de mini histoires avec tous les autres habitants de ce village-là. Et voilà, c'est très émouvant et tout. Donc, et très marrant. Je dirais que c'est très positif, tu vois. On en parlait avant dans l'autre podcast là sur Ishimima. C'est aussi ce côté un peu positif et tout. Même s'il se passe des choses, tu vois, même s'il y a des thématiques, bah, tu vois, comme le harcèlement qui sont abordées et qui sont assez sombres dans l'album. L'album en entier reste assez lumineux et porteur d'histoire. Et je pense qu'en ce moment, on en a besoin aussi. Un petit peu. Voilà. Donc ça sortira normalement début juin. Ok. Voilà. Ensuite. Là, c'est toi qui déroule, hein, de toute façon. Ok, c'est moi qui déroule. Bah, parce que c'est plus rien. Bah oui. Ok. Alors, ensuite, on aura Robot fin août. Yes. Mais avec une campagne qui a lieu ce printemps. Hein, qui aura lieu, ouais, je pense entre mi-mars et fin mars. Ouais. Ça va pas tarder à arriver. Donc Robot, c'est un gros projet qui est aussi là pour montrer, tu vois, ce qu'on peut faire en termes de créa. Je pense que ce sera peut-être un tout petit peu plus pointu que les autres albums. Et surtout, c'est aussi bien. Moi, j'aime toujours ce truc des histoires courtes, tu vois, pour faire monter, par exemple, des jeunes auteurs qui n'ont pas encore fait de BD, ou pour pouvoir proposer à des auteurs de l'animation qui n'ont pas forcément le temps de faire, tu vois, un 150 pages, de dire bon bah on commence avec un 40, un 35, et puis on voit après. Et du coup, la Robot, bah je peux peut-être annoncer le line-up. Yes. Moi, je connais un nom. Tu connais un nom? Bah, oui, en plus, je crois que tu t'en as déjà annoncé plusieurs sur les réseaux. Tout annoncé là. T'as tout annoncé déjà, mais pas tout. Donc là, en fait, donc du coup, la première histoire, ce sera fait par Valentin et Mortis Ghost. Donc au scénario. Le deuxième, ce sera fait par Baptiste Pagani. Voilà. J'avais retenu Baptiste. Après, on aura Anaïs Mahamar, qui avait déjà fait Coriandre et Estragon en Punch. Et après, on aura Julina Leb, qui fera aussi une histoire. Mais qui sera dans Aeon World ou rien à voir, ou qui sera complètement indépendant? Alors, sûrement. Ouais. Sûrement. Tout sera lié, toujours. Et donc, du coup, il fait cette histoire aussi avec Esther Rossi, qui sera au scénario et qui est sa copine. Du coup, il en avait parlé aussi dans Ishimima. Donc oui, je pense qu'il va trouver un moyen pour de faire dans Aeon World. Il y aura une petite astuce. Voilà. Et du coup, il y aura aussi une série d'illustrations qui sera faite par Estampita, qui est une autrice espagnole. Et ça aussi, c'est un peu le but de cette anthologie-là, c'est de prendre forcément des auteurs français, mais essayer de prendre des auteurs internationaux aussi. Ouais. Donc Estampita, oui, parce que tu veux l'exporter aux États-Unis, mais peut-être aussi même dans d'autres pays d'Europe au final. Oui, et puis en fait, il y a aussi pas mal de gens qui bossent dans l'animation aux États-Unis, et donc du coup, ça se fait de manière, parce que finalement, tu vois, tous ces gens-là, ils connaissent Kinaï. Ils le voient sur Instagram et tout, et donc du coup, quand moi après je vais les voir, etc. En fait, ils connaissent déjà, ou ils suivent des auteurs qui sont déjà chez Kinaï, et donc du coup, la connexion se fait assez simplement. Voilà. Et tu vois, dans Robot, c'est pareil. Du coup, il y aura Ariel Ries dans Chevalier, donc la deuxième anthologie en 2026. Il y aura Ariel Ries qui fera une créa, du coup, dans cette anthologie-là, tu vois. Puisque moi, j'ai l'avantage aussi de pouvoir suivre en anglais donc autant utiliser, en profiter, ouais. Et donc du coup, donc l'histoire de Robot, c'est 4 histoires, une série d'anthologies. Les histoires feront 35 pages à peu près. Et en fait, la thématique principale, c'était des histoires de robots mais tranches de vie, tu vois. Et après, il y aura, en termes de récits, il y aura pas mal de récits différents. Par exemple, Valentin et Mortis, eux, ils vont raconter l'histoire de 2 ramasseurs de balles, tu vois, dans un monde où
t'as toujours une partie de baseball en continu, tu vois, et en gros eux ils sont un peu en dehors de la ville et ils se font chier et ils passent leur temps à ramasser des balles, tu vois, et ils discutent. Donc c'est vraiment très chill et tout posé. Anaïs, elle va faire plutôt l'histoire d'une qui se passe dans l'espace, un peu spooky, avec un vaisseau un peu hanté, etc. Baptiste, lui, il va faire un hommage, un plus action, tu vois, action, aventure à Megaman. À Megaman. Voilà. Et après, Jules et Esther, ils vont faire plutôt quelque chose qui va plutôt une histoire drôle, plutôt, tu vois, une comédie, quoi, avec des robots. Donc, tu vois, ce sera assez varié. On voulait pas avoir tout le temps la même histoire. Mais tout ça sera lié par le fait que c'est très tranche de vie, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu la formule remodernisée des punchs, où au lieu de les sortir un par un, hop, on les compile et du coup ça fait un bel album, etc. Et il y aura un soin particulièrement apporté du coup au côté éditorial avec la couverture, etc. Des goodies, des machins. Des goodies pour le Kickstarter, ouais. Tu vois, il y avait le t-shirt sérigraphié qu'on avait déjà à Angoulême. Il y aura des riseaux. On va peut-être refaire des paquets de boosters aussi, parce que là, on en avait fait à Angoulême avec Dark World. Un booster à ouvrir avec 5 cartes. Donc, on va refaire ça, je pense. Il y aura pas mal de trucs en plus, ouais, pour la campagne. Voilà. Hâte de voir ça. Ensuite, le vent qui descend de la montagne. Alors, le vent qui descend de la montagne. À cheval. Ça, c'est Sam Trouillas. Et du coup, ouais, c'est une histoire ado. Je dirais qu'il se passe dans un Japon féodal. C'est aussi, il y a un bon côté romance. C'est romance et romance aventure. On est vraiment 2025, c'est l'année de l'optimisme et de l'amour. En fait, on essaye de contrer c'est ça. Le vrai monde, tu vois. C'est pas du tout dans l'ambiance du moment, quoi. Est-ce que c'est pas mieux finalement? Oui, c'est sûr. Et du coup, ce sera en 2 tomes, donc 2 tomes de 100 pages. Okay. Dans un Japon, dans une Corée féodale, pour changer justement du Japon. Et en gros, ça va raconter l'histoire d'un jeune garçon donc qui arrive dans une petite ville de Corée et qui va en fait se lier avec un des dieux de la forêt à côté de la ville, un dieu renard. Et donc, le problème du dieu renard, c'est qu'il est un peu lié par les gens qui croient en lui. Et donc, du coup, toute l'histoire va porter sur le fait de le libérer, en fait, de ce lien. Et il y a aussi d'autres dieux qui vont leur mettre des bâtons dans les roues, etc., etc. J'en dis pas trop encore, mais... Ouais, et pour terminer, il y a l'Hermès. L'Hermès, alors. Ça, c'est de Michael Lopez et Tim Fisher. Qui nous parle donc d'une marque de luxe. Eh bien non. Spoiler. Ouais, je suis trop premier degré. Alors celui-là, il est un peu moins, il est un peu moins positif, mais on va voir. En fait, ça parle c'est une dystopie qui se passe très inspirée par les années 30, du coup, dans une ville-État qui est inspirée par plusieurs villes, dont donc Genèse, Venise, etc. Il y a pas mal de canaux. Et c'est un petit peu une ville, donc c'est une ville-État où le pouvoir est très autoritaire, où il y a un peu même fasciste, on peut dire, où il y a en gros des bandes où il y a des milices, tu vois, masquées qui font un peu régner la terreur dans la ville. Et on va suivre en fait un ancien soldat de l'armée. Qui est du coup sur son bateau qui s'appelle l'Hermès et qui arrive dans la ville pour aller livrer du matériel de contrebande. Donc c'est un contrebandier, quoi, et qui va se lier avec 2 ados sur place. Et donc du coup lui c'est un contrebandier de livres car la culture est interdite dans cet état. Et donc du coup ça c'est pareil, ce sera un bon 100 pages. Je pense, avec le dessin de Tim qui est assez particulier entre manga et franco-belge, hein, finalement, et il y aura une colorisation assez légère et tout, ça devrait être assez beau. Voilà.
8 titres en tout. Pas de 9e qui pourrait se rajouter. Là, tu vas aller. Je pense pas. Après, ce qui est bien, c'est que ça te laisse plus le temps aussi d'accompagner chacune de ces sorties, de préparer ce qu'il faut pour. Exactement. Et puis, tu sais, moi, qu'il puisse exister, être visible. Il y a aussi le jeu, hein, qui rentre en compte. Donc, c'est vrai que cette année, pour moi, ça va, dans tous les cas, ça va être bien rempli. Et puis, j'ai déjà pas mal de titres pour l'année d'après. Donc voilà, vu que finalement, il y en a eu 2 qui ont été décalés. Oui, aussi, ils se retrouvent sur l'année d'après. Donc l'année d'après sera sûrement un peu plus fournie en titres. Mais voilà, du coup, pas mal de créa, quoi. Ouais. Très très bien. Ben écoute, on aura le plaisir de découvrir ça tout au long de l'année dans tous les cas. Et surtout, moi je te remercie de m'avoir accordé de ton temps pour faire cet exercice, comme dit traditionnel. C'est une fois par an, ça arrive. Il faut que tu te prépares à chaque fois. Tu dis, putain. Je suis déjà trop fatigué avec le FIBD. Il y a l'autre qui va me tenir la grappe pendant 1 heure. Mais ça permettra d'aller découvrir tout ça. N'hésitez pas déjà à aller découvrir Ishemima, qui est disponible en librairie. Et aussi, dernière chance pour trouver Duke à l'heure où ce podcast sort. Il sera également disponible en librairie. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et si après être passé en librairie, il vous reste un petit peu des sous et que vous appréciez notre travail avec tous ces podcasts, n'hésitez pas à nous soutenir via notre page Tipeee. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis Romain, je te dis à très bientôt. Merci. Salut.